Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vais peut-être, avant de planter le décor, si j'ose dire, laisser la parole 2 minutes à Mélanie sur les aspects très techniques de ce webinaire et pour qu'effectivement ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions techniques possibles. Voilà, donc je laisse la parole à Mélanie. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour le nouveau webinaire de l'Observatoire consacré à l'évolution des métiers de la conformité et des risques. Les règles habituelles que vous connaissez sans doute tous déjà. Merci s'il vous plaît de couper vos micros, votre caméra. Cette séance sera enregistrée pour permettre un replay aux personnes qui n'auront pas eu la chance de nous rejoindre ce matin. Et pour les personnes qui sont au téléphone, merci aussi de vous mettre sur mute et en silencieux. Vous pourrez utiliser le chat pour poser vos questions et vos commentaires. Il y aura un temps d'échange qui sera consacré en fin de séance, également pour les personnes qui sont par téléphone. Merci beaucoup et très bonne séance. À tout à l'heure. Merci Mélanie. Alors, donc, rebonjour pour tous ceux qui n'étaient pas encore connectés. Alors, peut-être 2 mots. Alors, déjà, moi, je pourrais mettre ma caméra, ce serait plus, voilà, un peu mieux. Alors, peut-être 2 mots avant de laisser la parole à l'équipe de Topics sur la personne de Bruno Mettling et de Marc Gosselin. Alors, pourquoi cette étude dans le cadre des métiers de l'Observatoire des métiers de la banque? Voilà, pourquoi? Alors, plusieurs raisons à cela. Vous savez qu'effectivement, notre mission à l'Observatoire des métiers de la banque, c'est d'étudier nos métiers, la transformation de ces métiers et tous les temps forts de transfo qui touchent notre secteur. Et notre ambition est effectivement d'éclairer le devenir de nos métiers et des compétences qui, bien évidemment, s'alignent sur ces métiers. Alors, on avait fait une étude à l'Observatoire il y a maintenant 5 ans de ça sur les métiers de la conformité. Alors à l'époque, on avait parlé d'audit, donc c'était un champ beaucoup plus restreint, mais nous étions tous conscients au sein du conseil d'administration de l'Observatoire que ces métiers, depuis 4-5 ans, avaient profondément bougé, profondément évolué. Donc on a jugé qu'il était intéressant pour nous, pour la profession, de regarder effectivement quel était l'état des lieux de ces métiers de la conformité. Et comme vous le savez vraisemblablement, l'Observatoire est un organisme paritaire et les organisations syndicales ont, elles, poussé dans leur réflexion en nous disant oui, la conformité, certes, très intéressant, mais nous, on aimerait bien aussi qu'une réflexion soit menée sur les métiers du risque. Donc, fort de ça, on a pensé que c'était effectivement conformité et risque, un domaine sur lequel nous avions besoin d'éclairage et on a acté donc cette étude l'année dernière à notre programme de 2020. Alors, l'étude s'est déroulée donc entre octobre 2020 et février 2021. Dans un contexte sur lequel je ne reviens pas, que vous imaginez pas forcément le plus évident pour mener les travaux, mais je pense que Marc dira 2 mots, Bruno diront 2 mots là-dessus, parce qu'en fait, ça n'a pas été un vrai handicap. Alors, comment a été menée cette étude? Les résultats qui vont vous être présentés ce matin sont le fruit quand même de travaux, certes quantitatifs, mais surtout qualitatifs, et d'un certain nombre d'entretiens qui ont été menés tant avec les directions de la conformité, les directions du risque, mais aussi les filières RH qui ont en charge effectivement au sein des grands établissements ces deux domaines particuliers. Voilà. Donc, on va vous restituer effectivement ce matin les grandes conclusions de l'étude, les convictions de Topics au travers de cette étude. Et nous avons également la chance d'accueillir François Canoui, alors, qui sera notre grand témoin, c'est-à-dire que nous pensons que c'est toujours utile à l'Observatoire, au-delà de porter les propos et les résultats de nos études, et que savent très bien faire les consultants avec lesquels nous menons ces études, que c'est quand même bien d'avoir le retour d'expérience, d'avoir le regard terrain. Et c'est François Canoui qui va donc ce matin se plier à l'exercice. Alors, je le présenterai un peu plus tard, au moment où il prendra la parole, mais je peux déjà vous dire qu'il est Head of Operational Risk Management chez CACIB. Et pour être un peu plus précis sur sa biographie, on y reviendra tout à l'heure. Je vais faire durer le suspense. Voilà, donc merci encore d'être avec nous ce matin. Comme vous l'a dit Mélanie, on prendra les questions en fin de séquence. Alors, vous pouvez toujours en poser par chat, mais en tout cas, je pense notamment à ceux qui sont au téléphone, on en prendra en fin de séquence. Donc,
aucun souci là-dessus. Et je laisse la parole à Bruno et peut-être Marc. Enfin, je vais vous laisser naviguer. Voilà. Je vais vous laisser vous présenter peut-être en 30 secondes, une minute, et puis après, je vais avoir la responsabilité de vous lancer, entre guillemets, de vous poser la première question. Voilà. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, je vais me présenter, puis Marc, tu te présentes dans un instant. Donc, avec Marc et puis un troisième collègue qui nous a aidé notamment sur les process, Monsieur Raïs, on a conduit cette mission, vous l'avez rappelé, Béatrice. Moi, j'ai un parcours, j'allais dire, de dirigeant dans les grands groupes, et puis j'ai fait effectivement une dizaine d'années dans la banque, à la fois aux caisses d'épargne, dont j'étais le DRH du groupe des caisses d'épargne au moment de la transformation de statut, et puis j'ai été en responsabilité à la Banque fédérale des banques populaires, puis à BPCE, dans le cadre du processus de rapprochement, où je me suis occupé de stratégie de développement, mais aussi de gestion des risques. J'ai quitté cet univers bancaire il y a maintenant pas mal d'années pour rejoindre et m'occuper de la problématique notamment de France Télécom devenue Orange au moment de sa crise sociale. Donc j'ai un profil très clairement marqué de DRH. Et puis plus récemment, j'ai effectivement créé le cabinet Topix, dont la vocation est d'analyser les transformations des grandes fonctions des entreprises et leur impact RH, notamment à travers les enjeux du numérique. Et ce qu'on aime bien faire à Topix, c'est le type même de mission qui était là, c'est-à-dire croiser un regard sectoriel, celui de la banque, un regard par filière, celui de la conformité et des risques, et puis un regard RH, le volet humain de ces enjeux, de manière un petit peu pas trop généraliste et assez spécialiste. C'est ça qui nous caractérise. Et c'est pour ça que j'étais heureux d'avoir à mes côtés, moi qui ai quitté la banque il y avait maintenant quelques années, puis je suis revenu avec beaucoup de plaisir, d'avoir Marc, qui a été un des grands DRH du secteur bancaire. Et je te laisse te présenter, Marc. Alors merci Bruno. Alors un deuxième profil RH pour ce qui me concerne, effectivement, j'ai quitté la DRH du groupe Arkea fin septembre et rejoint l'écurie Topix avec beaucoup de plaisir. J'ai effectivement vécu pendant plus de 7 ans cette transformation qu'on a observée sur les métiers des risques et beaucoup également dans les métiers de la conformité, avec des changements qui étaient autant structurels que organisationnels que RH. Donc avec beaucoup de passion. J'ai avant alterné entre un parcours dans le conseil. J'ai passé 7 ans chez Hay dans les rémunérations, dans tout ce qui est classification. J'ai fait du recrutement et puis beaucoup de RH. J'ai été le DRH de l'Europe continentale de Verizon dans les télécoms, etc., etc. Eh bien, merci à vous deux. Alors, on va se lancer dans le vif du sujet. Alors, première question. On va essayer effectivement, vous allez peut-être nous donner les grandes lignes, la carte d'identité, si j'ose m'exprimer ainsi, de ces deux métiers. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait avoir votre retour sur ce qui caractérise donc ces deux fonctions? Est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux fonctions, des différences? Pardon. Et autre chose très importante, aujourd'hui, dans les organisations de nos banques, où se situent effectivement ces deux fonctions? Voilà. Donc, je vous laisse déjà répondre à tout cela. Merci beaucoup. C'est vrai que si on devait chercher pour dresser la carte d'identité de ces deux fonctions, comment elles se définissent, quand on interroge, comme on a eu la chance de le faire avec M. Canoui, les grands responsables de ces fonctions risque et conformité, le grand point commun entre ces deux fonctions, c'est qu'elles se définissent comme au cœur de la deuxième ligne de défense. Donc, si je devais résumer de manière synthétique un petit peu le rôle de ces fonctions, je dirais que la banque, évidemment, c'est le financement de l'économie, avec les crédits, l'épargne, et cet énorme enjeu. Puis, pour réussir dans cet énorme enjeu du financement de l'économie, il y a évidemment une contrepartie qui est la maîtrise des risques. La maîtrise des risques est intrinsèquement liée au métier de la banque. Et donc, dans la construction de cette maîtrise des risques, qui encore une fois est un des grands piliers de l'activité bancaire, le premier point commun, c'est que l'actualité, les éléments ont conduit à l'émergence de cette deuxième ligne de défense qui repose très clairement sur deux piliers, les risques et la conformité. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de démarrer cette présentation que de rappeler qu'elles sont au cœur. Alors, quand on dit deuxième ligne, ça veut dire qu'il y a une première ligne. Très clairement, la première ligne, c'est les métiers. Et on aura l'occasion d'insister dans cette présentation sur l'importance de l'interface, de la mobilisation des métiers dans ce rôle-là de détection, premier niveau de détection des risques. Puis un troisième niveau, pour être complet, c'est celui de l'audit et de l'inspection, qui sont les contrôles et niveaux périodiques, mais qui jouent un rôle aussi important dans cette organisation. Donc ça, c'est le premier point commun. Ils sont le ciment, le cœur de cette deuxième ligne de défense, encore une fois, qui est intrinsèquement liée, consubstantiellement liée, je dirais même, au métier de la banque. C'est dire l'importance de leur fonction.
La deuxième caractéristique, c'est qu'elles ont conquis leur autonomie. Et donc, ce qui caractérise aujourd'hui ces deux fonctions, c'est que suite à différents enjeux de transformation, elles ont progressivement développé leur autonomie. Historiquement, les risques étaient plutôt logés du côté de la direction financière. Hein, c'était un des compartiments de la direction financière. Et on voit bien que dans la période moderne de la banque, la période la plus récente, ça a été une certaine conquête de l'autonomie. Les risques, progressivement, sont sortis parce qu'on a considéré que l'indépendance dans les conditions de réalisation de ces fonctions n'était pas compatible avec leur maintien à l'intérieur d'une grande fonction opérationnelle comme la finance. Et c'est le même sujet, si je puis dire, pour la conformité, puisque historiquement, la conformité était logée, j'allais dire, dans les directions juridiques, hein, avec le déontologue, c'était le département déontologie, et évidemment, elle a conquis, elle aussi, son autonomie pour devenir une des grandes fonctions, un des très grands métiers de la banque. Donc, c'est le deuxième point commun, c'est cette conquête d'autonomie, avec une grande différence, c'est que l'une s'est faite historiquement sur une plus longue période, c'est la direction des risques. L'une s'est faite de manière accélérée, hein, notamment à la suite des années 2010 et du développement de la réglementation, c'est en ce qui concerne la conformité. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est sans doute, parce que nous on regarde les métiers de la banque hein, au niveau de Topix depuis pas mal de temps, c'est sans doute une de celles qui a le plus subi, ou en tout cas dû faire face, pas subi, c'est pas le bon terme, dû faire face au développement de l'hyper-réglementation. Et leur feuille de route à ces deux fonctions a considérablement changé. Si on se reporte 10-15 ans en arrière, et on regarde la direction des risques en particulier, on voit bien qu'on avait des enjeux de suivi des risques, mais qui s'appuyaient notamment sur des logiques d'échantillons, sur des logiques... voilà. On leur a donné une feuille de route qu'on peut résumer aujourd'hui. Vous devez surveiller et suivre l'exhaustivité des risques ou des risques de non-conformité auxquels la banque est exposée, et ce, non seulement sur tel ou tel métier, mais sur tous les métiers, et j'allais dire sur l'ensemble des territoires dans lesquels vous réalisez votre action. Donc c'est un énorme chantier qui s'est considérablement augmenté dans le champ de sa définition. Ça, c'est la première caractéristique. Et c'est d'autant plus important que la réglementation, donc ce qu'il fallait, j'allais dire, contrôler, surveiller, appréhender en termes de risque, a lui-même considérablement évolué. Je ne vais pas faire l'injure à tous les participants, on n'y passerait trop de temps, mais de développer ce qu'a été l'évolution de la réglementation, c'est évidemment absolument considérable. Si je prends l'exemple des risques, évidemment, il y avait historiquement le risque de crédit, le risque de contrepartie. Aujourd'hui, évidemment, on demande même aux directions des risques de surveiller le risque extra-financier. Traditionnellement, évidemment, le point commun de tous ces risques était leur dimension financière, avec évidemment les risques environnementaux, les risques sociétaux, si je prends l'exemple des risques. Et pour la conformité, chacun sait bien comment, à partir de la déontologie historique, on a considérablement élargi et augmenté le risque de conformité avec la lutte évidemment contre le terrorisme, le blanchiment de l'argent, mais aussi les risques politiques, risques d'embargo, pour prendre quelques exemples récents, et encore une fois, on pourrait les multiplier. Donc, la troisième grande caractéristique commune, c'est-à-dire qu'elles ont eu à faire face à une extension de leur champ de responsabilité très important. Elles ont dû faire face dans un calendrier et avec un niveau d'exigence très élevé. Une chose est de devoir s'adapter à l'évolution du champ de sa fonction, on dit ça dans toutes les entreprises et bien au-delà du secteur de la banque. Une autre chose est de le faire dans des conditions de rapidité et de risque en termes, cette fois-ci, d'exposition de sanctions financières ou de sanctions tout court auxquelles vous expose la non-réalisation des enjeux qui sont très élevés, et on l'a vécu, y compris très directement, on sait bien, dans les années 2010 par exemple, s'agissant des amendes pour non-conformité. Donc elles ont dû réaliser cette extension considérable sous une pression, j'allais dire, et une tension et une attention extrêmement grande, avec des enjeux, j'allais dire, extrêmement lourds en cas de non-respect de la feuille de route qui leur était fixée. Le dernier point commun important, c'est évidemment la relation avec le régulateur. Derrière toutes ces évolutions, il y a évidemment un métier extrêmement réglementé, on sait bien pourquoi et on comprend pourquoi. Le métier de la banque est un des métiers les plus réglementés. Et donc ce régulateur est extrêmement présent. Et là, il y a tout un débat sur lequel on reviendra peut-être, mais qui est la relation régulateur. Il est clair que ces deux fonctions se caractérisent par le fait qu'elles sont des interlocuteurs privilégiés du régulateur dans sa mission de contrôle du système bancaire. Je dis du régulateur au singulier, j'ai tort, parce que les grands établissements à dimension internationale vivent évidemment la multiplicité des régulations et des réglementations, et ce n'est pas le moindre de leurs difficultés que de répondre à ces demandes du régulateur. Donc la relation évidemment très forte avec les régulateurs, cette relation asymétrique, avec un régulateur qui est souvent très exigeant, très pointilleux dans les conditions de mise en place, est évidemment une des caractéristiques de ces fonctions, et elle est au cœur, encore une fois, de la réponse et de la sécurité qui a été évidemment générée par les grandes crises, les crises de 2008 et de 2010, pour parler des plus récentes. Alors la différence, si on devait les caractériser, c'est que la première différence, c'est l'organisation territoriale. Nous, on a été très marqués par le fait qu'effectivement, les risques historiquement, qui ont une antériorité bien plus grande en termes historiques
que la conformité, ils sont nés au plus près des métiers, ils se sont développés en proximité, donc ils ont une organisation territoriale qui est beaucoup plus émiettée, beaucoup plus proche, hein, encore une fois, des métiers dont ils sont chargés d'appréhender les risques. Là où la conformité est quand même plus concentrée au niveau des sièges, au niveau des grandes directions métiers. Voilà, c'est la première différence, c'est cette organisation territoriale. La deuxième différence, et elle n'a pas toujours été évidente, il y a eu historiquement, comment dirais-je, pas des conflits de frontières, mais quelque part, on a pris un petit peu de temps, hein, dans ce développement très rapide des demandes auxquelles ils ont dû faire face. Aujourd'hui, les choses sont stabilisées. C'est vrai que les risques, on a coutume de résumer en disant ils analysent plutôt les modèles de risque centrés sur les données financières, à partir des données chiffrées, donc peut-être plus stables pour appréhender les risques, et alors que la conformité, elle est plutôt, elle, sur les données tournées vers les clients, cherchant l'information du côté client. Et donc, on voit bien qu'autour de ce qu'on appelle dans le jargon les données froides et les données chaudes, pour ce qui concerne la conformité, il y a une espèce de répartition. Il y a eu des frottements historiques qui n'étaient pas évidents, hein, notamment vu des métiers qui n'ont pas vu le fois des demandes qui venaient des risques et de la conformité qui étaient, j'allais dire, parfois un peu redondantes, chacun ayant sa définition de la donnée. Tout ça a considérablement progressé. Si on rentre dans les différentes catégories de risques, peut-être sur le risque opérationnel, on a rencontré dans certains établissements qu'on a interrogés encore quelques enjeux de positionnement, mais globalement, l'autre élément important, c'est que ces deux fonctions trouvaient leur place respective, j'allais dire, dans ce développement très, très important de leur responsabilité. Voilà ce qu'on peut dire en résumé à très grande maille la situation. Donc, des missions qui ont considérablement évolué, des réponses en termes d'organisation qui ont été comment dirais-je, très rapides à mettre en place, très exigeantes. Un recours, évidemment, mais ça, c'est le cas de tous les métiers de la banque, très important, on y reviendra, à la data et aux systèmes d'information. Hein. Il y a eu un directeur des risques que je ne citerai pas, parce que la règle du jeu, c'est qu'on ne cite pas les établissements, mais qui nous a dit pas de data, pas de chocolat. On a trouvé cette formule très, très, très symbolique, hein, de la réalité. Ces métiers, évidemment, une autre caractéristique commune, c'est qu'ils utilisent massivement la data, les systèmes, les données, les systèmes d'information, sauf que souvent, ces systèmes d'information, ces données sont dans les métiers. Ce ne sont pas leurs, ils ont leur propre data, ils ont leur propre système d'information, mais pour l'essentiel, ils s'appuient sur des données qui sont dans les métiers, et ce n'est pas la moindre des enjeux que d'obtenir cette qualité de collaboration et de coopération avec les métiers pour pouvoir avoir cette matière première de qualité dont ils ont besoin pour réaliser leur métier. Voilà ce qu'on pouvait, très schématiquement, j'en suis conscient, surtout devant un grand témoin de la qualité de M. Canoui, dire pour résumer ses fonctions et leur carte d'identité. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a envie ce matin de vous résumer notre perception pour ces deux grands métiers de la feuille de route qui est la leur. Merci Bruno. Alors de toute façon, hein, pour ceux qui veulent en savoir beaucoup plus, l'étude sera en ligne dès demain, donc pas de souci. Alors, d'autres questions quand même, auxquelles il va falloir que vous répondiez. Donc, on comprend bien, hein, que de très fortes évolutions et un tempo, je serais tentée de dire, assez rapide, hein, de transfo de ces deux fonctions. Alors justement, face à ces défis, toutes ces transformations, quelles ont été ou quelles sont encore les stratégies qui ont été mises en place dans les établissements en matière de RH? Alors, bien évidemment, quand on parle RH, on parle recrutement, on va parler formation, on va parler management. Alors, qu'avez-vous découvert donc, pour ces deux fonctions en matière de RH? Alors, j'ai envie de dire en matière de stratégie de ressources humaines, parce que vous savez qu'on aime bien nous observer justement le lien entre les filières, les défis, l'évolution des fonctions et les politiques RH qui sont mises en œuvre, non pas de manière très générique, mais de manière assez précise. Et c'est vrai que face à ce défi, le premier élément de réponse est évidemment de l'investissement, notamment en termes de système d'information bien sûr, mais un investissement humain massif. Et pour répondre évidemment aux enjeux que je décrivais précédemment, c'est clair que les banques, les directions générales des banques, ont investi massivement dans ces métiers-là en renforçant, face au renforcement de la palette, hein, des responsabilités, en renforçant les effectifs RH. Alors, elles l'ont fait dans deux tempos différents, ça c'est important à noter. La fonction de risque a démarré plus tôt, hein, les fonctions de risque, et c'est vrai qu'elles ont démarré dans les années 2010, 2012. On a vu 20 à 30% hein, de croissance dans certains établissements des effectifs, pour arriver dans les années 2012 à une espèce de palier, si je peux me permettre l'expression, autour de 14 000 collaborateurs pour les fonctions risque. Les fonctions conformité, ça a été vraiment une croissance champignon.
si je peux me permettre, moins étalé dans le temps. On a vu en quelques années des multiplications par 2 ou par 3 selon les établissements des effectifs de la conformité. Donc, on est passé, à titre d'exemple, de 8 700 personnes en 2012 à 13 150 personnes en 2019. Donc, c'est vrai que c'est une croissance champignon extrêmement forte. Et donc, qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces fonctions, on est quand même sur plus de 10% des effectifs de la banque. Donc, on voit bien que, voilà, il y a quelques années, on était sur 6-7%. Donc, on voit bien qu'elles ont considérablement été renforcées à un moment donné où la banque, suite au choc sur les modèles économiques, avait plutôt tendance, j'allais dire, en termes d'évolution de ses effectifs, à maîtriser l'évolution des effectifs. Et, à titre d'illustration, on a observé qu'une année donnée, la fonction conformité a représenté 2 fois plus dans le pourcentage des recrutements de la banque que son poids dans la banque. Donc, c'est dire un petit peu cet ensemble. Donc, aujourd'hui, si on devait globaliser les deux, on parlerait de 28 000 personnes. Donc, c'est évidemment extrêmement important. Et si on compare le ratio entre risque et conformité, on voit bien cette croissance champignon. Hein. Il y a quelques années, en 2012, les risques représentaient 167% des effectifs de la conformité. Aujourd'hui, on est à 114%. Aujourd'hui, en gros, il y a 13 150 personnes qui sont sur les fonctions conformité et près de 15 000 personnes qui sont sur les fonctions des risques. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de rapprochement des niveaux et des croissances des effectifs. Donc, ça, c'est déjà l'approche brute, si je puis dire, des évolutions des effectifs, mais qui traduit tout simplement le fait qu'un investissement important a été consenti dans la banque. Là où on a trouvé, nous, et on voulait vraiment le dire ce matin, notamment à tous les collaborateurs de ces deux fonctions, là, on a trouvé quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les grandes entreprises confrontées à des enjeux de recrutement massifs et significatifs. C'est que cette logique de recrutement massif, elle a été conciliée, notamment dans les plus grands établissements, avec la volonté de maintenir un recrutement interne très important. Et le ratio qui ressort souvent, quand on interroge les grands établissements, c'est autour de 80-20. C'est variable d'un établissement à l'autre, mais en gros, face à l'explosion du besoin, le tout sous menace, encore une fois, de sanctions. Donc on voit bien qu'il y avait une pression très forte pour mettre en place les équipes et les niveaux d'expertise requis par ces nouvelles compétences. On a maintenu un ratio global de 80% de recrutement interne et de 20% de recrutement externe. Et ça, pour tous ceux qui connaissent les ressources humaines, c'est un énorme challenge. Et ça mérite vraiment d'être souligné, je veux le dire, parce que derrière, évidemment, cet enjeu, de ne pas s'appuyer trop massivement sur les recrutements externes, il y a un enjeu RH absolument considérable. C'est le troisième point, évidemment. Cette politique-là, elle a été rendue possible par une formidable mobilisation, notamment en matière de formation, mais aussi en matière d'analyse préalable à ces formations pour définir une politique de recrutement. Et donc, de manière très, très pertinente, je ne veux pas multiplier les superlatifs, et j'ai rarement vu ça. Ça fait maintenant 15 ans que j'ai examiné différents secteurs, j'ai connu la transformation des métiers de la technologie, l'apparition du mobile, etc. Donc, on voit bien que d'autres secteurs ont été confrontés, mais ils n'ont pas réussi ce challenge, encore une fois, de le faire dans de telles proportions. Derrière ça, évidemment, il y a eu 2-3 lignes de recrutement importantes. La première, c'est qu'on a refusé l'hyperspécialisation. Autrement dit, ce recrutement interne a permis notamment à des hommes et des femmes venus du réseau de rejoindre ces métiers de la conformité. Pour apporter cette culture réseau, pour favoriser les lignes, la qualité de la relation avec cette première ligne dont je parlais tout à l'heure, cette première ligne du réseau. Et donc, du coup, venant du réseau, ils ont apporté aux experts qui étaient historiquement présents dans ces métiers-là, la compréhension des enjeux, des métiers, peut souvent aussi de comprendre l'analyse qui s'était passée, des explications très simples à apporter. Et donc, ce sont ces hommes issus des métiers que l'on a formés, notamment sur les enjeux du risque, notamment sur les enjeux de la conformité et de la compliance, aux spécificités de ces métiers. Et ce n'est pas des spécialistes de ces métiers, j'allais dire, qu'on a mis face au réseau massivement, avec le risque évidemment d'une certaine incompréhension et de reproduire les difficultés qui ont pu être à l'origine du développement de ces fonctions. Donc ça, c'est un premier parti pris qui a été extrêmement important. Le deuxième parti pris, et c'est là sans doute que le niveau d'exigence est le plus remarquable, c'est par rapport évidemment aux enjeux de la data et des systèmes d'information. On a vu dans plusieurs grands établissements qu'on n'a pas hésité à mettre en place des niveaux de formation pour, s'appuyant sur les forces vives des établissements présents, les former au plus haut niveau d'exigence de la gestion de la data. Et en particulier, on a été très marqué par l'existence de formations au métier de data scientist, dont on sait tous qu'il est en haut de la pyramide d'exigence dans le métier de la data, à partir, j'allais dire, de professionnels de la banque. Alors, bien sûr, l'avantage par rapport à d'autres domaines, c'est que dans la banque, pardonnez-moi, on a historiquement beaucoup de matheux. La banque est un métier en termes d'expertise qui requiert des profils d'ingénieurs, des profils qui ont fait des maths. D'accord.
Mais à partir de ces profils, les amener au niveau de qualification de data scientist, avec des certifications associées et des formations associées, par exemple, Polytechnique, à ces enjeux de développement. On a vu dans les établissements des formations, encore une fois, qui associaient Polytechnique et l'INSEAD à ces formations. Là, pour le coup, on a porté très, très loin le niveau d'exigence des recrutements internes et le niveau de qualification que ça apporte. Et ce faisant, on s'est donné une des grandes clés de succès. Vous savez, j'ai les cheveux blancs, j'ai des souvenirs comme étant plus de 15 ans de ma responsabilité dans les établissements bancaires. Et je me rappelle la difficulté qui était pour attirer un certain nombre d'experts dans les métiers de la déontologie qui étaient perçus comme des métiers des juristes, des empêcheurs, j'allais dire, de faire en rond le métier commercial. Et aujourd'hui, ces métiers, aussi bien risque que conformité, sont devenus des métiers reconnus et des métiers attractifs au sein de la banque. Et ça tient notamment à ces certifications, à ces parcours qu'ils organisent, au sentiment qu'ont les collaborateurs qui rejoignent ces fonctions, et qu'ils ont rejoint souvent récemment, je vous rappelle ce qu'on a vu pour la conformité et métier champignon, qu'ils vont bénéficier d'une qualification, d'une reconnaissance de leur qualification, qui va favoriser leur employabilité. Donc voilà, je ne veux pas être plus long, mais vous sentez à travers le propos un certain enthousiasme de notre part, parce que vraiment, on parle souvent de la banque sous différents aspects, mais la RH dans la banque, la façon dont la complicité a fonctionné, a permis évidemment ce tour de force. J'ajoute un point important, c'est qu'il n'y a pas seulement sur les profils d'experts et d'intégration des réseaux que ça s'est joué. Ça s'est joué aussi culturellement sur la volonté d'anticiper un certain nombre de fractures. Parce que, évidemment, la croissance très forte des métiers a fait que par rapport à des profils experts, qu'on avait historiquement dans ces fonctions, il a fallu en faire des managers. Et je le dis ici tranquillement, ce qu'on constate souvent au Topix quand on accompagne des grandes entreprises ou des entreprises, c'est que transformer un expert en manager, on perd souvent un bon expert, on ne gagne pas forcément un bon manager. Et donc, évidemment, l'un des enjeux, qui lui, pour le coup, reste quand même assez présent, dont beaucoup de responsables de la conformité des risques nous ont parlé, ça reste quand même effectivement de développer les qualités managériales parce que ces experts devenus managers ont souvent des troupes importantes, des équipes désormais importantes à animer, à gérer par rapport au développement de ces fonctions. Le deuxième enjeu, c'est ces profils de managers, alors même que souvent l'acquisition des compétences managériales est un enjeu important, alors même que c'est fait, on transforme les modes de management. Vous savez que l'entreprise s'aplatit, de plus en plus on parle de management transversal, de management de projet, on ne parle pas, on réalise ce type de management, et de moins en moins de management traditionnel à travers des structures et des organisations figées. Donc on voit bien aussi que le deuxième défi sur lequel il faut continuer encore une fois la transformation RH, c'est de faire évoluer ces profils de managers avec l'intuition quand même qu'ils seront moins nombreux demain, avec les nouveaux outils, les nouvelles façons de travailler. En tout cas, dans la définition traditionnelle du poste de manager, c'est un point important. Et puis enfin, il y a l'intégration, il y a les métiers de l'expertise, évidemment. Ça reste évidemment un point important que d'intégrer des nouveaux experts. 20% d'effectifs, c'est quand même pas totalement négligeable, 80-20. Et donc, on a toujours cet enjeu, évidemment, de pouvoir intégrer cette relation entre l'expertise. Et d'une manière générale, ce sont des métiers extrêmement valorisés. Et donc, l'un des grands défis dont les dirigeants des risques, comme de la conformité, nous ont parlé, c'est de garder ces compétences. Alors, ils y arrivent pour différentes raisons, mais en tout cas, reconnaître l'expertise, travailler cette expertise, l'amener à se repositionner, parce que l'obsolescence, entre guillemets, est quand même maintenant de plus en plus rapide, vu les évolutions qu'on connaît sur un certain nombre de fonctions d'experts. Donc voilà, le maintien d'expertise, cette relation aux experts reste le troisième grand défi auquel ils sont confrontés. Mais le gros message en matière de RH, c'est vraiment un énorme défi qui était celui de ne pas rompre la volonté de promotion interne au profit du recrutement interne. Et ça a été fait et conduit de manière importante. C'est d'autant plus important que dans la même période, vous le savez, les autres métiers de la banque sont plutôt en phase de stabilisation, pour ne pas dire de baisse des effectifs. On pense évidemment en particulier aux effectifs de la banque, aux effectifs du réseau, de la banque de proximité. Et donc, on voit bien combien ce pari a permis de maintenir de la cohésion interne, encore une fois, en favorisant les évolutions à l'intérieur de l'établissement plutôt qu'un recrutement externe massif dans un département, alors même que les autres auraient connu uniquement la décroissance et donc auraient amplifié les enjeux de repositionnement. Voilà ce qu'on pouvait, là encore, de manière très résumée, dire en matière d'évolution RH. Merci Bruno donc, pour toutes ces réponses aux enjeux humains. Donc, quels sont aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les grands défis auxquels sont effectivement confrontés ces deux métiers, conformité et risque?
Alors, pour ne pas être trop long, je vais en citer 3 ou 4, mais je vais en sélectionner 2. Le premier défi, c'est celui que les directions générales ont tendance à fixer. Oui, on a beaucoup investi dans vos métiers. Oui, on y a beaucoup investi en termes de systèmes d'information et de ressources humaines. On a un effort, notre modèle économique est extrêmement chahuté. On vous demande d'intégrer, de vous développer désormais en intégrant la perspective pour la fonction risque de contribuer à la maîtrise des effectifs, terme pudique pour ne pas dire envisager une certaine baisse des effectifs parallèlement au renforcement des investissements qu'on peut faire dans un certain nombre d'outils, au développement de nouvelles technologies, à l'automatisation d'un certain nombre de process. Et puis pour la fonction conformité, qui encore une fois a cru plus récemment, quand on interroge les responsables de la conformité sur la manière dont ils voient l'évolution des effectifs de leur fonction, ils disent on est bien conscient qu'on doit sortir du mode build, du mode de construction, développement, recrutement, qu'on a connu ces dernières années, au profit d'une logique plus run, gestion un petit peu et une certaine stabilisation, et puis sans doute dans un deuxième temps, au fur et à mesure du développement et de la stabilisation de la fonction, sans doute une contribution aux effectifs. Donc le premier défi qui est le leur, évidemment, c'est déjà le cas pour les risques, c'est de stabiliser évidemment leurs effectifs, alors même que la croissance sur les risques continue. Les attentes en matière d'évolution de la réglementation, la pression ou l'extension du champ est toujours là, mais c'est plutôt de travailler dans une hypothèse globale de stabilisation, voire de légère baisse des effectifs. Donc ça, ce n'est pas le moindre des challenges, évidemment, parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit, et on sait que ça se paye cash, si je peux garder cette expression, l'erreur ou la non-conformité ou le défaut dans l'organisation des risques. Le deuxième défi, et c'est une partie de la réponse, c'est l'introduction des nouvelles technologies. Là-dessus, évidemment, je vais aller très vite, je ne vais pas reparler de la data et des SI, mais encore une fois, pour un patron des risques, et je parle sous le contrôle de M. Ganoui, évidemment, quand on est un établissement de taille mondiale, le système d'information n'est pas unique. Donc, on voit bien qu'il faut garantir l'homogénéité de la donnée, l'homogénéité de l'analyse, la synthèse de l'analyse, alors même qu'elle repose sur des traitements et des systèmes d'information qui sont répartis dans un grand nombre de pays, de par le nombre, sur un grand nombre de métiers. Et donc, on voit bien que l'enjeu des systèmes d'information est un énorme défi. L'enjeu de la data, je n'y reviens pas, je l'ai dit. Mais le point sur lequel on s'est penché, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un point qui est en développement, qui est extrêmement technique, c'est celui de l'intelligence artificielle et de l'apport qu'elle pouvait avoir. Et là, la réflexion est très ouverte, les stratégies sont différentes selon les établissements. Ce qu'on peut noter, si je me permets de prendre l'exemple de la conformité, c'est qu'effectivement, il y a des vraies difficultés, des vraies opportunités, mais aussi des vraies difficultés. L'opportunité principale, si je prends l'exemple de la conformité, c'est qu'on voit bien qu'on est sur un enjeu de la donnée client, des comportements clients. Et donc, par définition, on voit bien que le système aujourd'hui a consisté à à identifier des scénarios de risque qui sont souvent avérés, et puis ensuite à passer au tamis de ces scénarios toutes les transactions. Donc, on voit bien qu'on a un travail qui consiste à détecter, à faire remonter des alertes, mais un travail exhaustif extrêmement lourd où je passe toutes les transactions au filtre d'un scénario de risque que j'ai identifié. Et de toutes ces alertes qui remontent, ces syndromes de la fameuse rue de Téhéran à Paris, vous allez avoir plus de 90 ou 92% des alertes qui vont être classées immédiatement parce qu'elles ne conduisent pas à détecter un vrai risque, en tout cas quand la dimension humaine, un vrai risque. Face à ça, évidemment, l'IA peut constituer une réponse pertinente qui consiste évidemment à identifier des signaux faibles dans le comportement client. Et donc, on va être plus sur l'analyse comportementale, si je puis dire. Et à partir de ces signaux faibles, de détecter des situations, j'allais dire, de non-conformité, pour résumer, ou de risque avéré. Et quand vous êtes dans cette logique-là, évidemment, et sachez qu'elle est en cours dans un établissement qu'on a observé, qui compare l'ancien système de détection, j'allais dire des alertes, de mise en place des alertes que je décrivais à l'instant, et puis un nouveau système qui est plutôt basé sur, grâce aux outils d'IA, des algorithmes extrêmement puissants, sur l'analyse comportementale client, qui va faire remonter sans doute un nombre d'alertes bien moins important, mais beaucoup plus qualifié. Donc je donne cette piste-là, on aurait pu les multiplier, on n'en a pas le temps, mais voilà, on voit bien que l'IA peut conduire à transformer évidemment l'organisation. L'enjeu, c'est que le régulateur en soit convaincu, parce que c'est vrai que le régulateur, il aime bien, lui, pouvoir identifier une présence humaine ou un comportement humain derrière telle piste d'audit, derrière tel comportement, derrière telle analyse. Et donc, évidemment, on voit bien que ces outils, c'est une façon pour moi de résumer les choses, sont porteurs de potentiel extrêmement important, mais aussi porteur de risques, parce que, encore une fois, le niveau de maîtrise de ces outils par rapport au niveau d'exigence qui est en face n'est pas encore totalement avéré. Mais voilà, la grande piste de travail qu'il y a dans les prochaines années pour répondre à l'équation, on met IA, mais évidemment, ça peut être du deep learning, c'est du big data, pardonnez-moi ce résumé, ça mérite d'être beaucoup plus précis, mais on voit bien qu'il y a des énormes potentialités, mais qui ne sont pas évidentes, en tout cas, à déployer. C'est sans doute l'un des grands défis. Et puis, le troisième et dernier défi, je voudrais parler, c'est évidemment
la qualité, j'allais dire, de la relation avec le régulateur. Ça semble, je voulais terminer par ça parce qu'on voit bien combien le régulateur est présent derrière les exigences sur ces deux métiers. On voit bien qu'on est passé par des périodes de forte tension avec le régulateur, et encore une fois, forte tension, elles étaient liées au fait que chacun jouait son rôle. On a senti une relation plus apaisée, si je peux me permettre. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que chacun a perdu de vue la responsabilité qui est la sienne, mais globalement, on a quand même senti que le régulateur, y compris face aux évolutions que je viens de décrire, de plus en plus, il y a des zones de coopération, etc. Alors, c'est très variable aussi selon le régulateur, qu'il soit européen, américain ou asiatique. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais à titre d'illustration sur les comportements qui nous semblaient les plus impressionnants en termes de positionnement du régulateur, le régulateur de Singapour, par exemple, n'hésite pas à financer, j'ai bien dit, le développement de l'utilisation des nouveaux outils pour améliorer la détection, la gestion des risques et la gestion de la compliance. Donc, on voit bien qu'il y a évidemment les métiers eux-mêmes, les fonctions, leurs responsables, les équipes derrière, il y a les directions générales, mais il y a aussi ce jeu à trois avec les régulateurs. Et derrière les régulateurs, évidemment, il y a tous ceux qui voudraient piloter tel ou tel comportement risque. Un dernier élément, beaucoup d'entre eux nous ont dit on ne veut pas d'hyperspécialisation. Parce que derrière, par exemple, la conformité, vous avez des gens qui luttent contre la fraude, contre le blanchiment, contre la fraude fiscale, contre, j'allais dire, la cybercriminalité. La tentation pourrait exister de multiplier les profils experts. Et donc, je crois qu'un des grands acquis de ce qu'on a vu, c'est que, bien sûr qu'il faut d'expertise, mais qu'il faut garder une certaine polyvalence, de manière à pouvoir, j'allais dire, être plus efficace, je le dis en passant, là où le système derrière réglementaire pousserait à vouloir voir chacun son correspondant. Donc, on a aussi un encouragement très fort sur cette volonté des patrons des risques et de la conformité à ne pas tomber dans l'hyperspécialisation pour pouvoir garder le recul et la polyvalence nécessaires. Voilà, je voulais ce qu'on pouvait dire sur les quelques éléments de la feuille de route qui attendent les risques et la conformité. Merci beaucoup, Bruno. Alors, on va laisser la place à notre grand témoin. Donc, François Canoui, merci encore d'être avec nous ce matin. Avant de vous laisser la parole, je vais me permettre peut-être de rappeler rapidement votre parcours. Donc, vous avez déjà à l'origine passé plus de 20 ans donc, dans des fonctions commerciales, alors en coverage corporate, gestion de fortune, puis financement structuré, que ce soit au sein du groupe Crédit Agricole ou en dehors. Puis, vous avez été superviseur de mission d'audit interne au sein de l'inspection générale de CACIB et responsable des équipes d'audit de la gestion de fortune. Et depuis 2 ans, vous avez donc en charge, au sein de la direction des risques, de la gestion des risques opérationnels et du contrôle permanent, donc au sein du Crédit Agricole auprès de CACIB. Donc, François Canoui, après tous les constats faits par Topix et les propos de Bruno, vous qui vivez effectivement au quotidien ces transformations de l'intérieur, quelle réaction, quel retour d'expérience pouvons-nous partager ? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité à cette matinée. Effectivement, les constats, je les partage dans les grandes lignes. Un constat d'abord de très grande phosphorescence, j'allais dire, sur les sujets de risque et de conformité, avec des régulateurs qui nous imposent énormément de choses. J'ai beaucoup de tolérance vis-à-vis des régulateurs là-dessus. Même si au jour le jour, c'est pas forcément pour nous toujours une chose facile à vivre, mais tout simplement parce que les régulateurs ont fait comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont appris en marchant. On peut pas, il faut pas avoir une vision d'un régulateur, en particulier la BCE, qui est un régulateur relativement jeune, relativement nouveau venu dans le paysage, mais les régulateurs ont, comme les autres, constaté ce qui se passait, subi ce qui se passait, la crise financière de 2007-2008, les sanctions, le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent, tout ça sont des sujets qu'un régulateur n'avait pas dans sa poche arrière en attendant de nous mettre des réglementations là-dessus. Il a simplement réagi à des risques qui se sont imposés à l'ensemble de la communauté financière et qu'ils ont la lourde charge de piloter. Donc effectivement, on a un foisonnement de régulation avec une caractéristique qui est tout à fait nouvelle pour le coup, depuis, enfin, elle est de moins en moins nouvelle, mais qui est quand même très marquante, c'est qu'une régulation devient de plus en plus souvent extraterritoriale. Les Américains ont été les champions en la matière, avec les règles de sanctions OFAC, où effectivement, un pays qui n'est pas sous sanction de l'Union européenne, par exemple, mais qui est sous sanction des États-Unis,
peut faire l'objet, quand on travaille, nous, en tant que banque française implantée dans l'Union européenne, peut faire l'objet de sanctions par les autorités américaines au titre du fait qu'on utilise du dollar. Alors ça, c'est quelque chose qui, historiquement, n'était jamais apparu. Et aujourd'hui, la réglementation GDPR, enfin RGPD en Europe, elle aussi s'impose à des acteurs étrangers. Donc on a un côté, que vous ayez ou pas un réseau étranger, ben vous avez effectivement à respecter les réglementations ou des règles imposées par une autorité étrangère et un régulateur étranger. Je pense aussi aux lois FATCA américaines, je pense à pas mal de choses qui de toute façon vous tomberont dessus et donc vous êtes obligé de faire face à ça. Donc un besoin de réactivité qui est lié à l'actualité du monde de la finance, qui est de plus en plus complexe, qui est lié de fait au fait que les régulateurs s'adaptent à ce monde de la finance et en permanence doivent eux aussi réagir. La deuxième chose, c'est que je partage le constat qui a été fait sur le très gros développement de ces fonctions de contrôle, les risques et la conformité, avec des frontières qui parfois se croisent, et il n'y a pas d'inquiétude particulière là-dessus. Mais le fait est que ces deux départements-là et ces deux directions-là, quand j'ai commencé à faire de la banque, on n'en entendait quasiment jamais parler, en réalité. Les responsables conformité, quand on faisait de la banque il y a 20 ans, bah, c'est une notion qui n'existait pas. On ne savait pas où ils étaient, on ne savait pas qu'ils existaient, pardon. Et de fait, aujourd'hui, ce sont les deux directions, et effectivement la deuxième ligne de défense qui est en charge d'aider la banque à faire face à ces risques-là. Alors la notion de deuxième ligne de défense, elle est très importante parce qu'elle ne se substitue pas à la première. Je crois que c'est le troisième message important à retenir. C'est qu'on a d'abord un besoin très profond de superviser ce qui se fait, de donner des guidelines, d'écrire la loi, entre guillemets, et de dire ce qui doit être respecté dans la banque. Ça, c'est le boulot de conformité en particulier. Les risques ont un job plus simple sur les risques de crédit et de marché, parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre intuitivement. Les risques opérationnels, c'est déjà un autre sujet, c'est le troisième pilier de risque balois, celui dont je m'occupe chez CACIB, qui est la BFI du groupe Crédit Agricole. Donc, on n'est pas sur les métiers de réseau et de détail. Par contre, on est sur tout ce qui est banque de financement international, grandes entreprises, marché, investissement. Et donc, on a à aider la banque à développer ce qui, aujourd'hui, est la seule bonne réponse dans la durée, qui est une affaire de culture individuelle et de culture risque opérationnel, de culture conformité, de ce qu'on appelle le risque de conduite ou le conduct risk en anglais. Le risque de conduite, c'est chacun des collaborateurs de la banque qui le porte et qui peut y répondre. On peut, chacun d'entre nous, l'exemple le plus simple, ce sont les fameux tests de phishing. On est très adepte de ça chez CACIB. Et effectivement, quand vous avez un test de phishing qui échoue avec X% de salariés qui sont tombés dans le panneau de quelqu'un qui a essayé de vous séduire par Internet et par un email et qui aurait pu faire entrer un malware dans votre système, à chaque fois qu'une personne se trompe, elle ouvre une porte dans toutes les défenses de cybersécurité que vous avez mis en place dans la banque. Ça commence là, et je dirais ça finit là. Si on arrive à contrôler ça et à faire en sorte que individuellement les gens aient une discipline certainement, mais surtout une conscience de leurs actes et de la portée de leurs actes, on réduit le risque brut de manière considérable, et c'est ce que les régulateurs ont compris. Les régulateurs sont tout à fait intéressés par notre capacité à piloter, monitorer certainement, mais aussi animer, aussi développer, aussi accompagner l'ensemble de la première ligne de défense sur cette prise de conscience individuelle et collective de nos risques. La banque, ça se réussit collectivement et ça se rate individuellement potentiellement sur plein de sujets. C'est assez simple. La cybersécurité est un très bon exemple, mais on pourra en citer pas mal d'autres. Donc on a effectivement un besoin de culture, d'acculturation par rapport à un monde financier qui est beaucoup plus complexe que par le passé. Honnêtement, quand j'ai commencé à faire de la banque en coverage, dans une banque qui maintenant est historiquement devenue chez Natixis, à l'époque, faire de la banque, c'était relativement basique. Hein. Vous aviez un client qui vous empruntait de l'argent et vous croisiez les doigts pour qu'il vous le rembourse. C'était assez simple. Et puis, on avait tout un tas de prestations de services derrière. Maintenant, on nous demande beaucoup plus que ça, à juste titre. C'est une réalité qui s'impose à nous, qui est là maintenant pour durer et définitivement. Et donc, notre travail en permanence est d'essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre ce que veulent les régulateurs, mais surtout comprendre ce dont la banque a besoin.
En réalité, moi, je ne travaille pas pour un régulateur, je travaille pour CACIB. Mon job, c'est de faire en sorte que la banque, au jour le jour, maîtrise, assimile, assume les risques opérationnels qu'elle prend au quotidien dans ses activités, qu'elle ne fasse pas d'erreur, qu'elle ne perde pas d'argent pour le seul risque qui n'est pas intrinsèquement rémunéré. On est payé dans la banque pour prendre du risque, c'est le fondement de notre job, hein. On est payé pour prêter d'argent, on est payé pour prendre une opération de marché, on est payé pour accompagner un client dans une décision d'introduction en bourse, d'émission obligataire, que sais-je. Les risques opérationnels, c'est bien rémunéré. C'est notre risque qu'on prend. On a la même nature de risque opérationnel, toute chose égale par ailleurs, que n'importe quel industriel, n'importe quelle société de service. Une erreur, c'est une erreur. Et que vous soyez producteur de voitures ou dans un back-office d'opération de marché, dans une BFI comme la nôtre, fondamentalement, c'est une erreur. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux et les mêmes habitudes que nos collègues, et je ferai plus un focus sur ce domaine-là qui est le mien, pour pas empiéter sur le territoire de mes collègues des risques de marché de crédit que je maîtrise moins naturellement. Mais le fait est que notre grand enjeu, c'est de comprendre ce dont la banque a besoin, et ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement détecter des signaux faibles. Les risques qu'on a pris, qu'on a eus, on les connaît. Je ne vais pas revenir sur les grands risques historiques d'une banque, mais le rock trading, l'affaire Kerviel, mais on en a eu dans des proportions, Dieu merci, beaucoup plus modestes chez nous, et plus d'une banque a connu une erreur volontaire d'un trader, un non-respect de règles d'un trader. Ça sont des risques connus, identifiés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont simples à contrer, mais on sait d'où ça peut venir et on essaye de mettre en place les réponses à ça. Les risques effectivement de non-respect d'une sanction internationale de type sanction US, c'est un risque qu'on a tous appris à un grand coup de millions d'euros de sanctions à prendre en ligne de compte. Et donc, on a désormais un dispositif qui essaye de faire face à ça. La garantie à 100%, elle n'existera jamais dans aucun domaine, c'est pas le sujet, mais ça fait partie de notre vie, de tous les jours. Et n'importe quel collaborateur qui rejoint la banque aujourd'hui, dans les 3 jours de son entrée, quelle que soit sa fonction, y compris s'il ne verra jamais l'ombre de la queue d'une opération de financement international, doit faire une formation liée aux sanctions. Donc ça rentre bien dans cette hyper conscience que les banques ont de ces sujets-là, dans ces obligations aussi, les deux vont ensemble, et dans ce besoin d'y répondre. Et puis il y a tous les risques qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'habituels ou de déjà avérés et historiquement prouvés. Un risque de cybersécurité, si je vous dis qu'on a un risque de cyberattaque dans la banque, j'ai raison. Est-ce qu'on en a déjà eu? Non. En tout cas, aujourd'hui, je ne le sais pas. Et donc, ce risque-là, il est théorique. Alors, on sait comment se défendre, on essaye d'imaginer les impacts, on essaye de réagir, mais on est sur un risque théorique. Mais ça encore, c'est intellectuellement assez simple à concevoir. On se dit, voilà, c'est comme quand vous êtes en voiture, hein, vous avez pris une assurance, parce que vous n'avez peut-être jamais eu d'accident de votre vie, et c'est tout le bien que je vous souhaite, et peut-être que ça va arriver demain, vous allez vous faire cartonner dans un carrefour parce que quelqu'un a grillé un feu. Donc ce risque théorique, intellectuellement, on l'assimile, on dit que ça peut nous arriver. Et puis il y a tous les risques qu'on n'assimile pas parce qu'on ne les voit pas venir. On ne les voit pas venir de quoi? Ça peut être une somme de petits risques individuels, ça peut être un risque qui est arrivé chez un de nos confrères ex nihilo et qu'on se dit pourquoi ça n'arrivera pas chez nous. Et là, forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je rejoins le point effectivement sur la data, la donnée, aujourd'hui, les signaux faibles, tous les incidents qui n'ont pas forcément donné lieu à un niveau de perte, mais qui arrivent à droite à gauche et dont on ne mesure pas forcément le sous-jacent, tous les risques qui sont arrivés chez nos confrères et pas encore chez nous. Et il n'y a pas de raison qu'on échappe à tous les risques qui arrivent à nos confrères et vice-versa. Tous les sujets qui sont naissants, émergents, on doit être capable de les identifier. Alors, sous un angle tel qu'il nous intéresse aujourd'hui, de transformation des métiers, on ne parle pas d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue calcul de fonds propres, d'un point de vue de je ne sais quoi. Sous un angle de transformation du métier, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire être capable d'avoir de l'intelligence artificielle, effectivement. C'est complètement nécessaire aujourd'hui. On a développé chez nous un outil qui est en phase alors qui est livré et qui est en phase d'apprentissage. Vous savez que l'intelligence artificielle est un outil qui a besoin d'apprendre à marcher et qui marche de mieux en mieux avec le temps. Donc on est en train de le lâcher sur les chemins pour qu'il apprenne à vivre, et ça se passe comme on l'espère. Donc on a développé un outil d'intelligence artificielle avec effectivement des data scientists internes au groupe. Alors on est allé chercher ceux du groupe Crédit Agricole, de CASA à notre maison mère pour un tas de raisons, mais le fait est que les data scientists nous aident
à développer des outils simples d'utilisation en langage normal. Vous posez une question en français, en anglais, et à partir de cette question, l'outil, on va le lâcher dans notre base de données et il va essayer de nous dire qu'est-ce qu'il trouve. Et ça permet tout un tas de choses. Ça permet d'abord de répondre à des besoins ou à des obligations réglementaires selon les sujets qui n'existaient pas il y a 5 ans quand les bases de données ont été créées. Et donc, vous n'avez pas forcément une donnée formalisée avec la case qui va bien, la donnée qui est normée là-dedans et qui vous dit bah, tel sujet, ça porte sur telle donnée, porte sur tel sujet. Alors, l'intelligence artificielle, lui, peut vous dire, je pense que ça porte sur le sujet qui t'intéresse. Et ça vous évite de vous dire, bah, finalement, je n'ai pas de données fiables il y a 5 ans parce que mes données n'étaient pas structurées comme il le fallait. L'intelligence va chercher dans les données d'il y a 5 ans et se dire, t'inquiète pas, je m'occupe d'aller chercher ce que la structuration de l'époque des données ne peut pas me livrer en première lecture. Ça, c'est un aspect complètement fondamental de l'intelligence artificielle, c'est cette capacité d'aller détecter des mouvements qui ont peut-être commencé chez nous il y a 2, 3, 4 ans. Et ça, c'est un pas de géant en avant dans l'approche du risque et dans la compréhension des sujets d'une banque. La deuxième chose que permet l'intelligence artificielle, c'est effectivement de regarder ce que vous et moi sommes incapables de faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher un feeling, une connaissance, un dire d'expert qui reste vital, et je reviendrai là-dessus, l'intelligence artificielle, elle est comme un chien à qui vous lancez un bâton et vous ramène tous les bâtons. Hein. Elle ne se pose pas la question. Donc, elle va chercher beaucoup plus loin, elle va chercher beaucoup plus profond. Si vous mettez un robot en complément d'intelligence artificielle pour faire des contrôles, des analyses de données, vous appuyez sur le robot le vendredi soir, vous revenez le lundi, lui, il a travaillé tout le week-end, et au lieu d'avoir un échantillon de 10% de contrôle ou 10% d'analyse, vous avez 100% de scope qui a été balayé pendant 48 heures de manière inlassable par un robot qui a après faire le boulot. Et une intelligence artificielle éventuellement associée qui va vous dire qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce que me dit cette remontée, qu'est-ce que je peux distinguer, peu importe. Donc on a des outils qui permettent d'aller chercher dans le passé, d'aller chercher plus large, d'aller chercher plus profond, d'aller chercher parfois de manière exhaustive. Et ça sont des différences absolument fondamentales par rapport à ce qu'on n'avait pas il y a 2, 3, 4 ans. La réalité factuelle, c'est ça. Alors, on n'est pas en train de parler d'un monde théorique, on est en train de parler d'un monde qu'on est en train de mettre en œuvre. Clairement, sur le risque opérationnel, sont des sujets. On est en train de travailler sur tout un tas de robots tout à fait utiles, dont la rentabilité intrinsèque va être tout à fait significative. On va pouvoir parler en nombre de TP économisés par un robot. Là, ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, waouh, ça veut dire qu'on va réduire nos effectifs. Et la réponse, Dieu merci, est non. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là. Et ça, j'y crois profondément. Le sujet, il est que, comme le disait Topix, clairement, on a eu de très forts développements d'équipes dans les fonctions de risque. Ne nous faisons aucune illusion, on ne va pas continuer effectivement, comme vous le disiez, à empiler des ressources. La réalité, c'est que d'un point de vue budgétaire, les banques sont contraintes et se doivent de manipuler avec une extrême précaution leurs charges et de maîtriser leur coefficient d'exploitation, parce que ça fait partie du risque que la BCE qualifie de risque de business model. Hein. Si vous êtes capable de maîtriser vos coûts, vous n'allez pas chercher des opérations qui sont un peu borderline, parce que vous n'en avez pas besoin pour vivre et assurer la rentabilité attendue de vos fonds propres. C'est complètement fondamental. On n'est pas en train de parler d'un sujet, tiens, il faut que je rémunère mieux mes actionnaires. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, je suis suffisamment solide dans ma maîtrise des charges et de mon PNB pour avoir une gestion saine, de fait, de la banque. La deuxième chose, c'est que tous ces robots, toute cette intelligence artificielle nous permettent de voir mieux et plus loin. Mais une fois qu'on a fait ça, derrière, on a besoin de comprendre, on a besoin d'expertise, on a besoin d'humains capables de faire. Et c'est là qu'est la grande opportunité, que je pense absolument formidable pour nos fonctions, c'est qu'on a un besoin d'aller comprendre toutes ces données, toute cette capacité de regard approfondi, élargi, automatisé qu'on est capable de développer aujourd'hui. Et c'est là que d'un point de vue ressources humaines, on a des leviers qui sont complètement formidables. Enfin, voyons le monde de manière positive, on n'est pas obligé de le subir. Et là, on a le droit, la possibilité et le devoir, je pense sincèrement, de nous emparer de ces sujets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des jeunes débutants qui peuvent rejoindre des fonctions de risque avec une sensibilité aux outils, à cette notion de data qui est évidemment beaucoup plus forte que celle que je peux avoir moi,
c'est normal, c'est par construction, dans leur formation. On peut avoir des gens de 35 à 45, 50 ans qui vont produire un premier niveau d'analyse, un premier niveau de rapport humain, un premier niveau de portage de cette culture risque opérationnel qui est la seule vraie bonne réponse durable dans le temps, en expliquant aux gens ce que c'est, en expliquant aux gens ce que sont les risques de conformité et en réussissant à les convaincre. Ça ne se résoudra pas à grands coups de notes de procédure, ça va se résoudre à grands coups de conviction et de capacité à dire à nos collègues dans la banque au jour le jour où est-ce que tu peux facilement éviter un risque et où est-ce qu'il te tombera dessus si tu ne fais pas attention. Et puis on peut avoir des gens avec des cheveux blancs, moi aussi j'en ai, qui effectivement vont avoir une responsabilité beaucoup plus d'expertise, de compréhension plus large, de compréhension transversale. On a de plus en plus de sujets qui sont partagés par plein de gens, contrairement au passé, et surtout avoir le courage d'émettre une opinion. Notre problématique aujourd'hui, c'est pas de rendre compte de contrôle, ça c'est les risques d'il y a 10 ans. C'est pas de rendre compte du fait qu'on a bien fait notre devoir et qu'on a bien des tableaux Excel avec un tas de cases de toutes les couleurs pour nous prouver on ne sait pas trop quoi. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de dire à la banque, attention, c'est là que ça va te faire mal, que ça va te faire mal. C'est notre devoir d'essayer d'aller de plus en plus dans du prédictif. Et donc là-dessus, il faut être capable de se dire, voilà l'environnement tel que je le vois, voilà ce qui s'est passé chez nos confrères, voilà ce que nous disent les opérationnels avec lesquels on est de plus en plus proche, et on a développé chez nous, on a une chance historique très forte, on a développé un réseau de correspondants risque opérationnel, enfin de gens qui me sont rattachés, qui sont présents dans toutes les directions de la banque. Je suis à la tête du département le plus dispersé physiquement de la banque. La moitié de mes effectifs est dans les directions ligne métier, back-office, que sais-je, de la banque, y compris conformité, au titre de leur propre risque opérationnel interne, et dans le réseau international, et je n'ai que 20% des gens qui sont physiquement à quelques mètres de moi. Si vous n'avez pas ça, vous êtes une espèce de tour d'ivoire qui ne sait pas trop ce que fait la banque, et la banque ne sait pas trop ce que vous faites. Donc il faut jouer ce jeu de proximité, il faut jouer ce jeu humain. Et encore une fois, là-dedans, les robots, l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est fantastique, c'est un appui, ça évitera un développement des charges, mais de toute façon, ce n'est pas grand coup de TP, vous allez être capable de regarder ces données. La réponse, ce ne sera jamais humaine. Donc la réponse intelligence artificielle et robots, elle apporte des choses qu'un humain, de toute façon, ne fera pas. Et donc notre transformation, elle est de savoir disposer de ces outils pour anticiper en permanence ce qui va se passer, pour maîtriser les risques qui sont déjà là. Il ne faut pas non plus se perdre en cours de route. Et tout ça, effectivement, sincèrement, et je finirai là-dessus, ça ne se fait pas en un tour de main et en un seul jour. Mais à titre d'exemple, 50% des tâches, alors je ne dis pas de la charge de travail, mais 50% des tâches que mon département réalise en 2021 n'étaient pas définies, n'existaient pas il y a 2 ans. On est dans une motivation, une évolution absolument fondamentale et que je trouve terriblement positive, terriblement excitante pour attirer des gens dans nos fonctions et pour les rendre ensuite éventuellement à la banque, acceptant ce jeu de turnover. Les gens rentrent et repartent, et ceux qui repartent, ils feront de la banque avec une culture risque plus développée. Voilà, je terminerai là-dessus parce que je pense que le temps passe assez vite. Merci en tout cas infiniment pour ce regard pertinent et aussi positif. Donc, ça nous donne une bouffée d'espoir ce matin, cette période, c'est d'autant plus précieux. On est bien d'accord. Merci beaucoup. Peut-être avant parce que je vois que l'heure tourne effectivement, peut-être qu'il y aurait quelques questions auxquelles nous pourrions répondre rapidement, parce que je vois que dans le chat, il n'y a rien. Ah, voilà, on voit une première. Je vois M. Maury qui a levé la main. Je vous laisse la parole, M. Oui, je débute simplement les chiffres. Je remercie les 2 intervenants pour la qualité de leur présentation. Et simplement, concernant les chiffres qui ont été fournis, c'est bien du périmètre de l'AFB. Alors, je vais laisser bon. Oui. Pardon. Non, on part du périmètre de l'AFB et ensuite on a une extension pour intégrer l'ensemble du système bancaire. Donc on a une clé qui nous permet traditionnellement, quand on réalise ce type d'études, de passer des chiffres AFB à l'ensemble du périmètre bancaire. Et excusez-moi, une deuxième question. Comment vous avez pu appréhender les métiers relatifs donc au métier du risque et de la conformité? Est-ce que vous incluez, en termes clairs, il y a tout ce qui est analyse risque, il y a tout ce qui est juriste,
en fonction, enfin qui étudie la réglementation. Et est-ce que vous incluez dedans aussi les métiers du contrôle périodique permanent ou pas? Non, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'historique est limité. Historiquement, ils étaient à l'intérieur de ça, on ne savait Oui. pas les identifier. Oui, il me semble. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas remonté les historiques. Je ne vous ai pas parlé des situations anciennes, mais c'est vrai que depuis 2012, on suit précisément la conformité au sens plus strict, hein, et qui n'intègre pas les dernières catégories que vous avez données. C'est pour ça que les chiffres 2019 et 2012, c'est ceux sur lesquels on s'est appuyé pour la conformité. Pour les risques, il y a une plus grande homogénéité historique, hein, dans la définition et le suivi des effectifs. D'accord. Parce que la difficulté, c'est qu'on ne se repère pas forcément dans les familles de métiers, quoi, hein, en tant que telles, en termes de dénomination. Et j'en profite pour dire qu'un des grands besoins qui ont été exprimés par les professionnels, notamment les RH, hein, de ces deux fonctions, c'est que l'Observatoire de la banque, c'est-à-dire cette structure paritaire, hein, reprenne ce qui est engagé, hein, reprenne un petit peu les enjeux de classification, parce qu'on voit bien que la classification historique ne recouvre plus la réalité, l'évolution des métiers. Et donc, il y a un travail qui a été engagé sous contrôle de Béatrice et qui est extrêmement précieux pour bénéficier justement d'un répertoire des métiers revisités et, j'allais dire, d'y mettre les évolutions d'effectifs notamment qui correspondent. Voilà, et les compétences associées. C'est en cours d'actualisation. Absolument. Tout à fait, je le confirme. Est-ce que nous aurions une autre question? Ce serait peut-être la toute dernière, puisqu'on a déjà dépassé notre temps. Petite dernière ou pas de petite dernière? Peut-être les gens qui sont par téléphone d'ailleurs, hein? Non? Une fois, deux fois, trois fois? Bon, bah écoutez, à 10h01, nous allons pouvoir clôturer cette séquence. Merci infiniment donc à nos intervenants. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et pour rappel, donc le replay, hein, de cette séance sera donc sur notre chaîne YouTube Observatoire des métiers de la banque. Et vous retrouverez bien évidemment l'étude dans son intégralité. Là aussi sur notre site Observatoire des métiers de la banque. Et ce sera en ligne vraisemblablement demain matin. Voilà. Donc, pour les passionnés, pour votre prochain week-end, je ne peux que vous encourager à aller télécharger l'étude. Bon, merci à tous. Très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.